je vous envoie déjà le document par WhatsApp. Après, on pourra aussi exploiter ça là-bas. Non, je préfère déjà faire l'exposé, après je vais donner ça. On fait comme ça. Bon, là, je commence cet exposé. Alors, l'exposé d'aujourd'hui va porter sur l'addiction à l'alcool et au tabac. Donc, on va comprendre les mécanismes et les traitements. Mais avant de commencer, je tiens à saluer tout le monde et à remercier tous ceux qui se sont connectés pour suivre cet exposé. Alors, donc, pour commencer, je vais faire une mise au point, faire un cadre pour expliquer l'ampleur de la situation. Alors, je prends un exemple à Kinshasa. Tout le monde sait c'est quoi l'alcool, c'est quoi les tabacs. L'alcool que nous avons à Kinshasa, que nous consommons plutôt, peut être sous forme de bière, des vins, et il y a des whisky, il y a plein de types d'alcool que les gens connaissent à Kinshasa. Et les tabacs, les cas les plus clairs, ou bien ce que nous avons beaucoup plus, c'est la cigarette. Mais il y en a aussi qui en utilisent sous forme prisée. Et du coup, ça fait aussi partie des tabacs. Donc, c'est pas seulement la cigarette. Il y a beaucoup de substances et bien beaucoup de formes à part la cigarette. Mais il y a aussi la cigare, il y a des formes qu'on sniffe, il y en a plusieurs. Alors, comme nous le savons, vous avez déjà entendu parler des décisions que certains dirigeants prennent, interdisant par exemple l'utilisation de certaines substances, ou soit ils interdisent le fonctionnement de certains bars et ils mettent parfois des aires fixes auxquelles les gens peuvent se rendre à ces niveaux-là pour aller consommer. Et vous entendez aussi parler de la criminalité et de la délinquance juvénile dans nos villes. Et souvent, si vous remarquez, vous allez voir que les gens, ou bien ceux qui en pratiquent, ceux qui les commettent, sont sous les effets des toxiques ou bien des substances psychoactives, notamment l'alcool, qui est souvent en cause. Il y a aussi, vous avez déjà entendu parler des accidents que les gens commettent sous l'effet de l'alcool ou bien de certaines substances psychoactives. Alors, au vu de tout ça, la question serait, l'autorité prend la décision, par exemple, de fermer tous les bars. Est-ce que, par rapport à ça, c'est une décision bien pensée pour les gens qui consomment ou pas? Et ces gens-là qui les consomment, ils sont dans quel état? Les gens qui les consomment? Est-ce que ce sont des personnes qui sont déjà addictes ou pas? Si ces personnes qui consomment, ils sont déjà dans l'addiction, par exemple à l'alcool, vous les privez d'aller au bar, c'est vrai, vous avez pris une mesure. Est-ce que vous vous êtes rassuré que les conséquences qui vont se suivre du point de vue de la santé de ces gens-là, dans l'immédiat, a été pris en compte ou pas? Quand je parle de ça, j'aimerais introduire une notion importante. C'est vrai, ce sont des décisions que les décideurs prennent, mais ça doit être réfléchi. Dans quel cadre que ces décisions doivent être prises? Par exemple, avant que les décideurs politiques ne puissent prendre des décisions pareilles, ça nécessite que l'on puisse avoir des équipes
des soignants, des médecins, des psychologues, des juristes, des pharmaciens, pour parler de la question, de l'ampleur de la situation et réfléchir sur les mesures à prendre avant qu'on puisse annoncer des décisions d'interdire, par exemple, inactivité, par exemple, le fonctionnement des bars. Donc, en addictologie, il est très important de réfléchir en termes d'une équipe multidisciplinaire. Dans cette équipe multidisciplinaire, nous avons des médecins addictologues, nous avons des médecins internistes, des pneumologues, des gastro-entérologues, nous avons aussi des gynécologues des fois qui interviennent, nous avons des psychologues cliniciens, nous avons des médecins généralistes, nous avons des infirmiers, nous avons des agents sociaux, nous avons des éducateurs spécialisés, nous avons des psychiatres, nous avons des juristes et dans la concertation au sein de cette équipe multidisciplinaire, il se dégage des options que l'on va soumettre à l'autorité, qui peut être un législateur, pour voter une loi contre une telle activité. On s'est dit oui, on va demander aux gens de ne pas aller au bar de telle heure à telle heure. On va cesser avec ces activités parce que actuellement nous savons que les personnes qui consomment, qui sont dans l'addiction, qu'est-ce qui va arriver si nous prenons des décisions pareilles? Nous savons bien qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour les accompagner par rapport à leur prise en charge. Donc, du coup, la décision sera très importante dans ce sens que cela va être suivi d'une planification préalable et d'une prise en charge donc, qui va se passer après. On sait que si des personnes qui ne consomment pas, ou bien qui sont habitués à consommer, on arrive à prendre des mesures pour restreindre leur consommation, ils peuvent entrer, par exemple, dans les sévrages. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être orientés dans la prise en charge, déjà pour soigner les sévrages, et après les accompagner à faire quoi? À faire donc des post-kir, et ensuite à devenir abstinent si tel est l'objectif. Donc voilà au moins ce qui doit être réfléchi par rapport à certaines décisions que nos décideurs prennent. Alors, au vu de tout ça, il y a une science qui s'est développée. Cette science s'appelle la dictologie. Dans notre pays, c'est une science qui fait partie de la psychiatrie, mais sous d'autres cieux, c'est une science qui est en dehors de la psychiatrie, qu'on appelle la dictologie. Donc la dictologie, c'est une science qui s'occupe vraiment de tout ce qui est substance psychoactive, comportement, et au vu de tout ça, cette science est pratiquée dans une équipe multidisciplinaire et il y a des structures qui sont bien mises en place pour la prise en charge de ces gens. Ainsi, la grande problématique en addictologie, ce sont les addictions. Ainsi, pour aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de l'addiction à l'alcool et au tabac. Par rapport à l'addiction à l'alcool et au tabac, nous allons voir les mécanismes, les traitements, et pour bien les comprendre, nous allons essayer de définir c'est quoi une addiction, comment faire un diagnostic, quels sont les facteurs des risques, quelles sont les conséquences et quelles sont les stratégies thérapeutiques et de prévention qu'on peut mettre en place. Mais aussi, dans les diagnostics, nous allons voir comment nous pouvons arriver à faire un dépistage ou bien une évaluation d'une addiction ou bien d'une dépendance.
Alors, par définition, nous pouvons dire que l'addiction, c'est un état de dépendance caractérisé par une compulsion à consommer une substance ou à pratiquer un comportement malgré les conséquences négatives. Donc, quand on dit que la personne est addicte, donc c'est une dépendance qui est caractérisée par une compulsion. Et cette compulsion à faire quoi? À consommer la substance ou bien un comportement, à pratiquer un comportement. Prenons par exemple les substances. Nous avons beaucoup de substances psychoactives. C'est ainsi que vous allez voir qu'on va parler des addictions avec substances. Les substances peuvent être l'alcool, ça peut être les tabacs, comme les cas d'aujourd'hui, ça peut être l'héroïne, la cocaïne, les nouveaux produits de synthèse, les cannabis, il y en a plusieurs, mais nous allons beaucoup plus nous atteler à l'addiction au tabac et à l'addiction à l'alcool. Alors, vous devez savoir que les addictions, ou bien l'addiction, c'est un processus complexe qui implique les aspects psychologiques, comportementaux et neurobiologiques. Alors, ces aspects-là, nous allons les voir à long et à large pour mieux les comprendre. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, docteur, on vous écoute très bien. D'accord, je pourrais continuer alors. Alors, l'addiction a des caractéristiques. Vous devez savoir que pour parler de l'addiction, il y a une impossibilité répétée de contrôler un comportement. Donc, si quelqu'un est habitué à les consommer, il aura une impossibilité de faire quoi? De contrôler son envie de faire quoi? De consommer. Et la personne va toujours poursuivre ces comportements-là, malgré la connaissance, comme je l'ai dit, des conséquences négatives sur la santé et sur autres domaines de la vie. Pourquoi? Parce que c'est un comportement qui lui donne du plaisir. Et à part les plaisirs, ces comportements-là, bien, cette habitude de consommation, que ce soit pour les substances, que ce soit pour d'autres comportements comme les jets pathologiques, on verra ça plus tard peut-être dans un autre exposé. Donc, fait en sorte que la personne puisse retrouver du plaisir, ou soit ça peut écarter en la personne une sensation de malaise interne. C'est ainsi que dans les DSM-5, donc qui est le manuel des statistiques des maladies mentales, il a été classifié là-bas et il y a des critères importants qui permettent de dire que là, il s'agit d'une addiction. Il y a plusieurs critères, mais les éléments qui s'en sortent, c'est quoi d'abord? C'est une envie intense, ce que nous appelons les cravings. Les cravings, donc quelqu'un crève de quelque chose, je crève de faim. Quelqu'un qui a vraiment faim là, il va chercher à faire quoi? À consommer. Donc, les cravings, une envie intense qui est irrépressible, irrésistible. Comme c'est irrépressible et irrésistible, une autre caractéristique de DSM, c'est que la personne va perdre le contrôle, comme je l'ai dit. Il va perdre des contrôles. Et autre caractéristique, c'est que, à part la perte de contrôle de consommation, il y aura des symptômes d'essévrage. S'il arrivait que la personne qui est habituée à consommer cette substance et que vous lui demandez de ne plus consommer sans précaution, il va manifester un état qu'on appelle les syndromes de sévrage. Il y aura des manifestations qu'il va présenter. Ça, c'est un critère. Et notre critère, pour parler aussi de l'addiction, c'est qu'il y aura une tolérance. Il y aura une tolérance. Nous allons comprendre c'est quoi la tolérance. Par exemple, une personne qui était habituée à prendre
un verre pour se sentir heureux, pour avoir du plaisir, cette fois-là, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de continuer à prendre un verre, il va commencer à prendre des verres pour sentir le même plaisir qu'il avait. Il augmente la quantité de la consommation pour ressentir l'effet. S'il n'augmente pas, il ne va pas ressentir l'effet. Donc ça, c'est la tolérance. Alors, si on parle des aspects épidémiologiques, bien qu'il y aura des chiffres qui viendront, je vais donner les chiffres après, mais vous devez savoir que la consommation de l'alcool est répandue dans la population et l'addiction à l'alcool, c'est parmi les principales addictions que nous avons. Beaucoup d'études ont parlé de la prévalence de l'alcoolisme et cela varie aussi en fonction des régions. Il y a beaucoup de régions où les gens consomment l'alcool. Et pour les tabacs aussi, comme vous le savez, du point de vue épidémiologique, beaucoup de gens consomment les tabacs. Chez nous, au pays, on ne sait pas. Les statistiques, c'est quoi? D'où il sera aussi important, dans le cadre de la recherche, qu'on puisse savoir la population congolaise consomme, par exemple, l'alcool ou bien les tabacs. Que disent les statistiques? Que dit l'épidémiologie par rapport à ça? Ça peut aussi nous aider à aller vers les décideurs pour faire quoi? Pour parler, par exemple, des projets qu'on peut mettre en place pour la prise en charge des personnes qui présentent ces problèmes. Donc, les tabacs, dans le monde, c'est un problème de santé publique. Pourquoi problème de santé publique? Parce que cela est responsable de millions de décès suite aux complications que cela entraîne. Alors, d'autres caractéristiques de l'addiction, de la maladie addictive, c'est que c'est une pathologie chronique. Ce n'est pas une pathologie aiguë. Elle est chronique et cela s'installe progressivement. Progressivement. Ce n'est pas que vous commencez à consommer aujourd'hui et que c'est le même jour que vous devenez aussi addict. Non, ça va vous prendre beaucoup de temps de devenir addict. Et ce n'est pas aussi tout le monde qui devient addict. Mais donc, notez que l'installation, elle est progressive. Vous commencez par exemple avec un verre, vous continuez jusqu'à aller tomber dans l'addiction. Et quand vous prenez en charge une personne qui est addicte à une substance, notamment l'alcool ou bien au tabac, vous devez vous mettre en tête que la personne qui est addicte peut présenter une évolution émaillée de réussite. Voilà pourquoi nous, ce que nous faisons, c'est que quand nous prenons en charge des patients qui sont addicts, nous mettons ça en tête et dans nos objectifs, nous restons modérés et que quand nous voyons un patient revenir aux consultations et nous dire que, docteur, j'ai quand même essayé de consommer, je suis encore tombé dans la consommation, nous, ça ne nous étonne pas. Par contre, il y a des stratégies que nous montons pour faire quoi? Pour aider aux patients de faire quoi? De se sentir valorisés afin de continuer à faire quoi? Se montrer abstinent pour ne plus tomber dans la réussite. Et cette évolution, ou bien la survenue plutôt de l'addiction, c'est émaillé aussi, c'est déterminé des facteurs de risque ou bien des facteurs de vulnérabilité. Alors, parlant des facteurs de risque de l'addiction, nous avons des facteurs qui sont individuels, nous avons des facteurs qui concernent l'environnement, donc les facteurs environnementaux, et nous avons aussi des facteurs liés à la substance elle-même, d'une manière générale. Alors, comme facteur individuel, nous avons déjà la prédisposition génétique, donc l'hérédité joue un rôle important. Nous avons les facteurs neurobiologiques, nous avons les facteurs psychiatriques,
pour des facteurs psychiatriques, moi je suis là dedans à fond, il existe des troubles que les patients ont et avec ces troubles, ils sont amenés à faire quoi? À consommer. Nous avons par exemple les troubles des personnalités, nous avons les troubles par exemple psychotiques, cas de la schizophrénie. La totalité des schizophrènes que j'ai connus, que j'ai vus, que ce soit au Congo, que ce soit en France ou ailleurs, ils sont toujours consommateurs de quelque chose. Souvent, c'est le cannabis, les tabacs et l'alcool. Pour les tabacs, la majorité consomme les tabacs. C'est ainsi que quand j'étais en France pour la première fois, arrivé dans un pavillon psychiatrique, j'ai vu que dans les pavillons, on autorisait les patients à consommer les tabacs. Et du coup, tout le monde consommait. Tous les schizophrènes que j'ai connus consommaient. Et nous avons par exemple les gens qui ont des troubles de l'humeur, la dépression. Il y en a qui consomment. Les gens qui ont des troubles qu'on appelle l'état de stress post-traumatique. Il y en a qui se compliquent aussi jusqu'à faire une consommation et devenir addict à une substance. Donc, ce sont des comorbidités. Cela peut s'inscrire dans le cadre des pathologies duelles, donc une maladie psychiatrique avec une consommation des substances. Nous avons comme facteur individuel les événements de vie. Quand on dit les événements de vie, il y a des événements de vie difficiles qui font que la personne continue à consommer ou bien tombe dans la consommation. Nous avons des facteurs psychologiques. Et par rapport à ça, il faut toujours tenir compte de ces facteurs pour pouvoir aider un patient ou bien une personne qui se présente à vous, qui cherche à être guéri de cette maladie. Dans les facteurs plutôt environnementaux, nous avons déjà l'environnement familial. Si vous avez des pères qui consomment au niveau de la famille, des frères, ou bien la mère, parce qu'ici même, les femmes consomment les tabacs, et vous allez voir que les jeunes qui sont là, ou bien les personnes qui sont au niveau de la famille, vont aussi commencer à consommer. L'environnement social aussi, donc au niveau du travail, les personnes que nous fréquentons en dehors du travail, s'ils consomment, donc vous serez aussi appelé. Vous avez la grande probabilité aussi de tomber dans la consommation et devenir addict. L'environnement culturel, économique. Il y a aussi l'éducation qui est un facteur aussi à tenir en compte. Il y a la facilité d'accès aux substances. Si vous avez la facilité de voir ou bien d'accéder à ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aussi peut-être tomber dans la consommation et devenir addict. Pour les gens qui fréquentent certaines personnes, ils peuvent être sous pression de leurs amis et ils peuvent consommer, surtout chez les adolescents. Donc, la pression des pairs fait en sorte que les jeunes commencent à consommer et y tomber dans l'addiction. Bon, il y a des événements stressants et nous avons aussi l'appartenance à des groupes, à certains groupes sociaux. Concernant les facteurs liés à la substance elle-même, il existe des substances qui ont un potentiel addictogène très haut, très élevé. Donc, le potentiel de la dépendance des substances fera en sorte que la personne tombe aussi dans l'addiction. Là, je donne un exemple. Entre une personne qui consomme l'alcool et une personne qui consomme l'héroïne, la personne qui consomme l'héroïne a une probabilité très élevée de faire quoi? De tomber dans l'addiction ou bien dans la dépendance. Pourquoi? Parce que l'héroïne a un fort potentiel addictogène. Nous avons les conséquences médicales. Nous avons aussi les statuts
social de la substance. Voilà, il y a d'autres substances qui sont interdites et vous allez voir que certaines personnes qui sont curieuses vont commencer à aller voir qu'est-ce que ça procure. Nous aussi, nous essayons et en essayant, ils peuvent aussi tomber dans l'addiction. Alors, comment on devient addict? L'autre point, c'est le mécanisme neurobiologique de l'addiction. Déjà, là-bas, vous devez savoir que tout se passe au niveau du cerveau. Et au niveau du cerveau, nous avons des structures neuroanatomiques qui font en sorte qu'il y ait un circuit qui se crée pour pérenniser un comportement afin que cela devienne addictif. Et ces structures, nous pouvons les nommer et expliquer. Je cite par exemple l'aire tegmentale ventrale. Alors, l'aire tegmentale ventrale, c'est une structure au niveau cérébral. Elle est plutôt donc située au niveau du mésencéphale. Comme vous savez, le mésencéphale, c'est une partie du cerveau, beaucoup plus au niveau du tronc cérébral. Donc, la première partie du tronc cérébral, c'est le mésencéphale. C'est à ce niveau-là que nous retrouvons l'aire tegmentale ventrale. Alors, cette aire est responsable de la libération d'un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. Parlant des neurotransmetteurs, il existe des neurotransmetteurs qui sont aussi impliqués dans la dépendance. Les premiers neurotransmetteurs, c'est la dopamine. Et dans quel sens il est impliqué dans la dépendance? C'est un neurotransmetteur qui intervient dans le plaisir, mais aussi dans la récompense. À part l'aire tegmentale ventrale, nous avons les noyaux accumbens. Les noyaux accumbens se situent au niveau du striatum. Le striatum fait partie des noyaux gris centraux. Alors, les noyaux accumbens reçoivent la dopamine qui est sécrétée au niveau de l'aire tegmentale ventrale. Et ces noyaux jouent un rôle important dans la motivation et les renforcements des comportements. Donc, ça renforce et ça motive un comportement. Si ce comportement, c'est de consommer l'alcool, donc ces noyaux-là sera aussi impliqués. Si ce comportement, c'est jouer au jeu pathologique, ces noyaux sera aussi impliqués. À part ça, nous avons le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est impliqué dans la planification. Il est impliqué également dans la prise des décisions et il est impliqué dans les contrôles des impulsions et la régulation des comportements sociaux. Alors, je prends seulement quelques mots, notamment la décision, donc comme c'est impliqué dans la décision, et la régulation, le contrôle des impulsions et la régulation, ce qui veut dire que si ces cortex-là fonctionnent bien, donc ils jouent un rôle plutôt inhibiteur de quoi? Dans l'addiction. Mais par contre, si cela est atteint, donc vous allez voir que la personne va devenir addict si c'est régulé, dérégulé plutôt. Voilà pourquoi on dit que ça intervient dans le contrôle et la régulation des comportements. Et nous avons aussi d'autres structures secondaires comme l'hippocampe qui peut aussi faire partie. Mais les trois premiers sont ceux-là qui interviennent plus comme structure dans l'addiction. Alors, les mécanismes proprement dit fait appel à un système qu'on appelle le système de récompense. Les systèmes de récompense jouent vraiment un rôle central dans la mise en place et dans le maintien de l'addiction. Comme je vous en avais dit,
Ces systèmes, c'est un mécanisme complexe qui est impliqué dans la régulation du plaisir, des émotions, et cela est régulé par les 3 neurotransmetteurs que j'ai cités, notamment, donc je pourrais réciter la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline. Et alors, ces dysfonctionnements, ou bien son dysfonctionnement, sera à base de comportements addictifs. Donc, si ces systèmes-là ne fonctionnent plus correctement, ça peut conduire à une addiction. Alors, les systèmes, plutôt les substances psychoactives perturbent la transmission entre ces neurones que j'ai cités dans les différentes structures, notamment l'aire tegmentale ventrale, le noyau accumbens et le cortex préfrontal, ce qui fera en sorte qu'il y aura une modification des perceptions, des sensations, des émotions et des lumières. Par exemple, la dopamine qui est sécrétée lors de certaines stimulations, ça va faire quoi? Donc, quand nous consommons par exemple la nicotine ou bien d'autres substances, vous allez voir que la sécrétion de la dopamine dans ces systèmes hédoniques ou bien des récompenses pour générer les plaisirs va être impliquée. C'est ainsi que, pour mieux les comprendre, on va parler des 3 théories qui expliquent quand même comment la personne arrive à tomber dans l'addiction. Alors, ces théories sont la théorie du syndrome des déficiences de la récompense. Et cette théorie postule qu'un déficit général dans le recrutement de voies de récompense cérébrale entraîne une hypoactivation chronique des circuits et une diminution du plaisir. Ça, c'est la première théorie. Et la deuxième théorie, c'est la théorie de l'impulsivité qui suggère quoi? Qui suggère qu'une hypoactivité, plutôt une hyperactivité plutôt, du système de récompense. Est-ce que, docteur, il y a lieu de revenir sur la première théorie? La première théorie, voilà, c'est la théorie du syndrome des déficiences de la récompense. Cette théorie postule quoi? Donc, ça dit que un déficit général de recrutement de voies de récompense fait en sorte qu'il y ait une hypoactivation de façon chronique de ces circuits-là. Et il y aura une diminution du plaisir. Quand il y a une diminution du plaisir, la personne fera quoi? Il va commencer à aller chercher des substances pour lui donner du plaisir. Et en cherchant ces substances pour lui donner du plaisir, il n'aura pas autre chose à faire. Il va tomber maintenant dans l'addiction. Donc, c'est un dérèglement. Un autre système, une autre théorie, c'est la théorie de l'impulsivité. Cette théorie suggère une hyperactivité du système de récompense. Cette hyperactivité incite à une recherche accrue des nouveautés et des substances. Et la dernière théorie, c'est que nous connaissons beaucoup plus, c'est la théorie de la sensibilisation motivationnelle. La théorie de la sensibilisation motivationnelle. C'est une théorie qui évoque une hyperactivation dopaminergique liée à la consommation des substances. Et ça augmente la motivation de consommer. Pour la dernière théorie, donc celle que nous connaissons beaucoup plus, stipule que si la personne a une hyperactivité dopaminergique, quand il consomme une substance, sachant que la dopamine donne du plaisir, intervient dans le plaisir, donc qu'est-ce qui va se passer? La personne va toujours continuer à chercher cette substance pour faire en sorte que la dopamine soit hyper sécrétée et comme ça, il va rester euphorique. Il y aura une hyperédonie, donc il sera très content, en bien-être, très joyeux, très gai. Et justement, c'est ce que nous voyons chez, par exemple, les personnes qui sont addictes à d'autres substances comme la cocaïne, l'héroïne, les crack,
Donc voilà au moins ce que je pourrais dire de mécanismes d'installation de l'addiction ou bien des addictions. Les questions peuvent venir après, comme ça on pourra répondre, que je termine cette diapositive. Alors, quelles sont les conséquences? D'une manière générale, il y a beaucoup de conséquences sur la santé. Ces conséquences peuvent être somatiques, ça peut être psychique et psychiatrique, et ça peut être social. Et au niveau somatique, ça peut être des complications, et ça dépendra de chaque substance, pour l'alcool et pour les tabacs. Alors, pour l'alcool, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Comme complication, on peut avoir alors au niveau somatique, les complications peuvent intéresser les systèmes digestifs, ça peut intéresser les systèmes nerveux, ça peut intéresser les systèmes cardiovasculaires, et nous avons aussi des complications oncologiques, là sont des cancers, nous avons aussi des complications hématologiques, des complications traumatiques, métaboliques et dermatologiques, psychiatriques également, obstétricales, génitales et infectieuses. Par exemple, pour les complications somatiques oncologiques, nous avons des cancers, comme les cancers aérodigestifs. Pour les comprendre que l'alcool peut donner des complications sous forme de cancer, c'est que quand vous prenez l'alcool, vous mettez ça dans la bouche, sur la langue, vous sentez comment ça pique. Le fait d'irriter chaque fois les voies aérodigestives supérieures, qu'est-ce qui va se passer? La personne peut faire des cancers. Là, par exemple, on parle des carcinomes épidermoïdes, des carcinomes au niveau hépatique, comme les carcinomes hépatocellulaires, qui peuvent s'en suivre après une cirrhose. Et nous avons des cancers colorectals. Au niveau du sein aussi, il y a des cancers. Au niveau digestif, nous avons des pathologies hépatiques, comme je l'ai dit, qui sont liées à l'alcool. Nous avons par exemple la cirrhose. Nous avons des pancréatites. Nous avons les reflux gastro-œsophagiens. Nous avons des atteintes gastriques. Il y en a beaucoup. Et au niveau du système nerveux, nous avons des troubles cognitifs. Nous avons des encéphalopathies. Et nous avons des atteintes cérébelleuses qui s'accompagnent aussi des troubles de l'équilibre. Et il y a aussi l'épilepsie. Et il y a plein de complications. Au niveau cardiovasculaire, l'hypertension artérielle, les troubles des rythmes, j'en passe. Et au niveau social, comme je l'avais dit, il y a beaucoup de retentissements des personnes qui consomment l'alcool, qui sont dans l'addiction de l'alcool. Par exemple, des retentissements au niveau familial. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Il y aura des violences intrafamiliales. Les violences peuvent être verbales, ça peut être physique. Il y a des séparations. Peut-être chez nous, au pays, il n'y a pas trop de séparations. Mais ce que je vois en Occident, c'est qu'à moins de rien, il y a des séparations de couples. Et qui en pâtissent dans les séparations, ce sont les jeunes, les enfants. Et actuellement, je prends en charge des jeunes dont les pères sont alcooliques et ces enfants-là ont des traumatismes psychiques parce qu'ils ont été maltraités par leurs parents. Ils ont été agressés verbalement, voire physiquement. Et cela peut conduire même à des signalements au niveau de la justice. Nous les faisons. Et quand on fait des enquêtes sociales, on voit qu'il y a l'alcool qui est
à la base. Nous avons par exemple des retentissements au niveau professionnel. Une personne qui vient tout le temps saoulée, une personne à part, même s'il ne peut pas être saoulé, une personne qui est addict n'a plus une bonne productivité parce que le temps qu'il devait mettre à travailler, il se met à chercher la substance pour son plaisir. Qu'est-ce qui va arriver? Il ne va plus travailler correctement. Il y aura une non-productivité et il sera blâmé. À part le fait d'être blâmé, il y aura des avertissements, il y aura l'absentéisme parce qu'il n'accorde pas le temps pour travailler. Il va seulement fuir, figuer, aller chercher à avoir la substance pour consommer. Et du coup, au niveau professionnel, il y aura des retentissements. Et cela peut conduire même au licenciement et au chômage. Quand on est en chômage, ça appelle encore d'autres retentissements d'ordre financier. Et quand on ne travaille pas, on est appelé à faire quoi? À aller prendre des dettes. Et du coup, vous allez tomber dans ces complications et ça va vous faucher la vie. Ça, c'est ce que l'on peut remarquer. Et il y a aussi, au niveau social, des retentissements au niveau judiciaire. Je prends par exemple une personne qui est addict, qui se met en danger, avec ses comportements de mise en danger, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les volants, sous effet plutôt de l'alcool, il commence à conduire. Et lors des contrôles de la police, on peut dire que cette personne a par exemple brûlé les faits, il n'a pas respecté, on les suit. Quand on les suit, on l'arrête. Qu'est-ce qu'il fait? On fait les dosages ou bien on fait les tests, on voit qu'il a consommé de l'alcool, on suit son comportement de vie, c'est une personne qui est addicte à l'alcool. Donc voilà des complications qu'on peut avoir au niveau judiciaire. Les complications judiciaires peuvent aussi être liées au comportement de violence que la personne addicte a. Et du coup, il va faire face à la loi et au juge. Voilà un peu les retentissements par rapport à l'alcool. Et par rapport au tabac, il y a aussi beaucoup de complications, notamment les complications qui intéressent la santé physique. Par rapport à ça, il y a aussi des complications oncologiques, les cancers. Et là, 90% des personnes, donc 90% plutôt des cancers bronchopulmonaires, on les retrouve chez les personnes qui consomment les tabacs. Et avec les cancers, en Afrique, on n'a pas vraiment de solutions. Beaucoup de gens meurent. Et à part les cancers bronchopulmonaires, nous avons des cancers qui intéressent aussi les voies aérodigestives supérieures, les cancers de l'œsophage, les cancers de la vessie. Nous avons des complications au niveau respiratoire. Par exemple, la BPCO. La BPCO, c'est une pathologie qui est très fréquente chez les femelles. Je me souviens encore de mon maître Dr Tchassouma, quand il m'enseignait ses cours de pneumologie, il nous parlait de la BPCO. Et ici en France, des patients qui viennent en consultation addictologique, quand on fait des bilans, de la spirométrie, on verra qu'il y a un problème avec la fonction respiratoire. Et si on suit, on voit que la personne fait la BPCO. Il y a aussi des bronchites et il y a une insuffisance respiratoire chronique souvent. Des complications cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs et l'insuffisance coronarienne. L'insuffisance coronarienne et l'hypertension artérielle sont très importants parce que les tabacs, avec d'autres substances qu'il y a là-dedans, provoquent des vasospasmes. Du coup, la personne peut faire un syndrome coronarien aigu sous une insuffisance coronarienne. Nous avons des complications de dermatologie, une peau sèche, des ongles qui se cassent n'importe comment et qui sont décolorés. Il y a des complications gynéco-obstétricales qui intéressent la fécondité, les grossesses extra-utérines, ici c'est très fréquent.
des accouchements prématurés et des retentissements sur les nourrissons, ou bien les fœtus déjà, et il y a une restriction des croissances intra-utérines et la mort subite aussi qui peut arriver. Donc là, c'était des complications qu'on peut avoir pour les tabacs du point de vue somatique. Et du point de vue social, qu'est-ce que nous voyons? Il y a par exemple des complications comme la stigmatisation, l'isolement social et le conflit aussi, ça peut arriver. Cela impacte négativement la vie de la personne. Et pour des complications psychiatriques, nous avons des complications comme la dépression, l'anxiété, les troubles de personnalité, sachant que quand vous consommez l'alcool, les tabacs, vous allez avoir une cognition erronée que ça vous calme les angoisses, ça calme votre dépressivité. En soi, c'est un effet anesthésique. Sur les champs, dès que ça termine, si on compare l'échelle, donc l'échelle par rapport aux angoisses qu'il y avait avant et les angoisses qui se sont encore installées ou bien après la consommation, vous allez voir que les angoisses qui viennent après la consommation seront très, très, très importantes que les angoisses ou bien l'anxiété qu'il y a eu avant la consommation. Du coup, bien que ça calme momentanément, mais en soi, ça aggrave beaucoup plus les complications, donc les manifestations psychiatriques, notamment les troubles anxieux avec des angoisses, tout ça. Et c'est une condition erronée que les gens qui consomment, ou bien les gens qui sont dans l'addiction de l'alcool, ou bien du tabac, ont. Dans les complications sociales, j'ai déjà parlé de ça, donc les troubles relationnels, la stigmatisation, la mise à l'écart, l'isolement social, les pertes d'emploi, ce sont ceux-là que nous pouvons avoir. Alors, il y a un élément important devant une personne qui consomme, qui vient vous voir pour la prise en charge. Vous devez savoir qu'il existe des approches pour les prendre en charge. Pour les prendre en charge, d'une manière générale, nous avons des approches pharmacologiques, des approches psychologiques et des approches socio-éducatives. Là, je suis dans la prise en charge. Nous faisons au niveau pharmacologique les traitements des symptômes de sévrage, donc ce que nous appelons les sévrages. Et nous avons les post-sévrages. Nous les faisons avec les traitements de substitution. Et nous faisons aussi un traitement symptomatique, par exemple pour les sévrages d'alcool ou bien du tabac. Alors, pour les post-sévrages, les traitements substitutifs qu'on met en place pour l'alcool, je cite les noms, donc on peut avoir les naltrexone, on peut avoir la camprosate. Bien sûr qu'il existe des protocoles qu'on suit strictement pour commencer les sévrages. Et pour l'alcool, pour les tabacs plutôt, il existe en post-sévrage des stratégies qu'on utilise. On peut soit substituer les tabacs par des substances, sachant que la substance responsable de l'addiction pour les tabacs, c'est la nicotine. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner la nicotine à la personne qui en manque. Et on va laisser passer d'autres substances qui sont carcinogènes et qui sont inutiles. Donc du coup, là, on utilise un traitement substitutif qui peuvent être des patchs, des gommes, mais aussi, il existe des traitements qu'on donne, par exemple la varenicline, les IBAN, mais l'approche la plus utilisée, c'est les traitements de substitution. Et je vous montrerai comment on les fait. Et pour les approches psychologiques,
il y en a qui sont institutionnels. Il y a la TCC, il y a l'approche analytique. Là, ça nous permet de faire une analyse psychodynamique et psychopathologique pour voir qu'est-ce qui a provoqué cette consommation, pour s'attaquer à ces facteurs. Et nous avons aussi des approches systémiques. Mais avant ça, avant de faire les sévrages ou bien les post-sévrages, nous avons en amont un travail psychologique important qui s'est fait, soit par les médecins, soit par les psychologues cliniciens, qui s'appelle l'approche motivationnelle, la psychothérapie motivationnelle. Elle s'est faite avant, pendant et après. Avant, ça permet d'accroître, de faire mûrir la motivation, à cesser la consommation. Pendant, nous sommes toujours dans les mûrissements pour que la personne puisse se rendre compte des risques que la consommation peut entraîner. Et après, c'est pour faire en sorte que la personne ne tombe pas dans la réussite. Parce que la thérapie motivationnelle, son importance, c'est quoi? C'est pour aider au changement des comportements. Le changement des comportements, là, a des étapes. Et si la personne n'est pas motivée à changer, on ne fera rien. Tout ce que nous allons faire va aboutir à l'échec. Et ces étapes de changement des comportements, il y en a 5. Nous avons par exemple la pré-contemplation, j'y arrive. Donc là, dans la pré-contemplation, la personne n'envisage aucun changement. Il demeure dans ses habitudes, dans son comportement de consommation. Il reste dans son addiction. Mais dans la phase de contemplation, vous allez voir que la personne commence à reconnaître que les problèmes qu'il a sont liés aux addictions. Et il envisage de faire quoi? De changer ses comportements. C'est tellement important que dès que la personne a cette motivation, les psychologues cliniciens, ou bien l'addictologue, ou bien les pathologues addictologues, ou bien les psychiatres addictologues, ou bien les médecins généralistes addictologues, ou bien les gériatres addictologues, va faire quoi? Va faire en sorte qu'il travaille la motivation, mûrir cette motivation, et il va passer à une autre étape qu'on appelle l'étape de préparation. Donc, la personne est motivée. Maintenant, il est préparé à faire quoi? À faire ces changements. Et il prend des mesures concrètes pour modifier son comportement. Il s'est dit, je vais faire telle activité pour ne pas retomber dans la consommation. Et je dois me faire aider aussi. Je dois chercher qu'on puisse m'aider. Je dois écouter. Je dois entendre. Donc, ça fait partie de l'accompagnement dans la prise en charge. Et nous avons l'étape de l'action. L'étape de l'action, c'est vraiment la personne qui met en œuvre les changements dont il avait décidé. Donc, concrètement, il passe à l'action, il les fait et il surmonte son problème d'addiction. Dès que la personne passe la période d'action, il intervient maintenant, il arrive maintenant à la période qu'on appelle, donc l'étape qu'on appelle l'étape de maintien. Donc, la personne maintient son abstinence pendant longtemps. Alors, ces 5 étapes, ce sont les étapes de changement des comportements. Ça a été décrit par Prochaska et Dick Clement. Ce sont les auteurs de cette théorie. Il y en a qui est américain et l'autre est britannique. La thérapie motivationnelle, elle est très importante et même dans les autres domaines de la vie, ça s'applique. Alors, comment évaluer l'addiction à l'alcool et au tabac? Je commence avec l'addiction à l'alcool. Comment on doit l'évaluer? Nous avons d'abord l'interrogatoire, bien l'analyse. Là-bas, on va chercher à savoir la fréquence, la quantité, les types d'alcool que la personne présente. Parce que ces éléments sont très importants pour faire, par exemple, des calculs, pour voir quelle quantité qu'il prend. Parce qu'il existe des recommandations ou bien des nombres de verres qu'on ne peut pas dépasser le jour ou bien la semaine. Parlant des nombres de verres,
on ne peut pas dépasser plus de 2 verres standards par jour. Mais ce que nous voyons dans notre pays, c'est quoi un verre standard? Nous allons voir une grande quantité. Pourtant, il y a des correspondances. Si je parle de verres standards, qu'est-ce que je vais insinuer par là? Le verre standard, ou bien un verre standard, équivaut à 10 grammes d'alcool pur. 10 grammes d'alcool pur. Et 10 grammes d'alcool pur, c'est 10 centilitres de vin. Donc, 10 grammes d'alcool pur équivaut à 10 centilitres de vin. Pour les gens qui connaissent la métrique, les systèmes métriques, ils savent c'est quoi un centilitre. Donc, il existe la bière que nous prenons. Il y a des bières de 4% à Kinshasa. Mais la plupart des bières à Kinshasa, c'est au-delà de 5 degrés plutôt. Et vous allez voir qu'un verre standard équivaut à 25 centilitres. Mais si nous voyons dans nos bouteilles, ce sont des bouteilles de 75 centilitres, de 50 centilitres. On est au-delà. Et pourtant, les recommandations veulent qu'une personne normale puisse avoir donc moins de 2 verres par jour. Vous ne pouvez pas aller à 2 verres à plus de 2 verres par jour parce que si vous le prenez tous les jours, au-delà des 2, ça va devenir un usage à risque. Bien que pour l'alcool, on ne peut pas trop parler de l'usage à risque, mais il y a quand même les risques. Ça ne manque pas. Et vous devez aussi demander la notion de consommation ou bien d'une alcoolisation ponctuelle lors de votre interrogatoire. C'est quoi une alcoolisation ponctuelle? C'est lorsque la personne consomme dans une occasion, par exemple une fête, il peut consommer plus de 6 verres. Et en un mois, par exemple, il faut chercher cette notion-là. C'est très important. Et à part ça, il y a l'examen clinique qu'on fait pour voir est-ce qu'il n'y a pas des signes d'imprégnation alcoolique. Et à part l'examen clinique, nous avons des questionnaires et des tests psychologiques. Ce sont des outils très importants pour diagnostiquer les mésusages, donc soit la dépendance. C'est très important. D'un côté, vous faites ces dépistages. Il y a des questionnaires qu'on pose, donc des questionnaires qu'on a. Déjà, nous avons par exemple des questionnaires qu'on appelle l'audit C, les cages et les mastes. Donc, vous allez voir ça dans les diapositives que je vais envoyer et vous pouvez faire des recherches là-dessus pour ressortir ces questionnaires. Donc, ces questionnaires vont vraiment vous aider à avoir une idée sur la dépendance ou non par rapport à l'alcool. Je prends un exemple pour l'alcool. L'audit C, c'est un questionnaire qui a trois questions et chaque question a des points. Là, on parle de la fréquence, on parle du nombre de verres et on parle aussi du nombre de fréquences donc, que vous prenez au-delà des 6 verres standards par jour ou bien occasionnellement. Et quand vous faites les scores, si ces scores est au-delà des 4, donc il y a déjà un mésusage. Il y a déjà une dépendance. Mais inférieur à 4, il n'y a pas de mésusage. Ça, c'est pour les hommes. Mais pour les femmes, au-delà des 3 verres standards, nous sommes déjà dans les mésusages. Au-delà plutôt d'un score, au-delà des 3, ça c'est les scores, c'est pas les verres. Donc, au-delà d'un score à 3 pour une femme, c'est déjà un mésusage. Il y a vraiment une dépendance. Et nous avons des tests psychologiques pour décrire les profils des personnalités d'ICG, sachant qu'il existe des personnalités qui s'accompagnent d'une consommation excessive des substances psychoactives, notamment l'alcool, le tabac. Je peux citer une personnalité antisociale, une personnalité borderline,
des personnes sont dans la consommation aussi. Et nous avons l'évaluation neuropsychologique avec des tests cognitifs. Cette évaluation cognitive utilise par exemple les MOCA. Là, je vois Dr Sodi avait publié une étude où il a utilisé les MOCA pour voir les troubles neurocognitifs qu'on peut avoir. Et les MMSE, c'est ce que nous pouvons utiliser parce que l'alcool s'accompagne aussi, comme j'avais dit, des complications somatiques au niveau du système nerveux, des troubles cognitifs, notamment en rapport avec la mémoire, l'attention, les fonctions exécutives. Donc, on peut aussi chercher ça avec ces tests. Nous avons des bilans biologiques. Et pour les bilans biologiques, bien que ça ne nous permet pas de parler de la dépendance, mais c'est très important. On les demande, bon, déjà aux urgences, ou bien à l'arrivée, on peut demander qu'on puisse doser l'alcool au niveau du sang, l'alcoolémie. Ça, c'est beaucoup plus au niveau des urgences. Et à part l'alcoolémie, on peut faire un dosage des gamma GT, donc les gamma glutamyl transpeptidase, qui est un marqueur de la souffrance hépatique. Comme vous le savez, quand vous prenez de l'alcool, ça entraîne une souffrance hépatique. Si vous dépassez certain nombre de verres, ça entraîne des lésions au niveau hépatique. Pour détoxifier l'alcool, donc l'organisme, par le foie, connaît certaines lésions et cela s'exprime. Et parmi ces marqueurs, nous avons les gamma GT, bien que cela ne soit pas spécifique, mais il est quand même demandé. Après la consommation, donc, ces gamma GT peut se normaliser donc en 4 bien 10 semaines. À part ça, nous avons le volume globulaire moyen qui est demandé, bien qu'il est aussi moins sensible, mais des fois, on utilise pour sa spécificité quand même. Et nous avons un marqueur très spécifique pour l'alcool qu'on appelle la CDT, donc la transférine diacétylée, qui est vraiment spécifique, qu'on demande. Mais là, c'est beaucoup plus dans le cadre de la recherche et des milieux où c'est équipé. Mais pour nous, ce que nous pouvons faire, c'est déjà l'anamnèse, l'examen clinique. Tout médecin sait les faire. Il peut noter des éléments importants. Et nous avons les questionnaires. J'ai parlé de l'audit C, des gamma, plutôt des cages et des masques. Il existe aussi, dans des consultations, on peut aussi utiliser quelques échelles, mais ça, c'est pas trop poussé. Mais les plus utilisés, c'est ce que j'ai cité là. Et pour les tabacs, on va faire l'anamnèse aussi pour voir quand est-ce que la personne a commencé à consommer les tabacs. Ça a duré pendant combien de temps? La quantité que la personne consomme et les tentatives d'arrêt qu'il a déjà eu à faire. Nous allons aussi faire l'examen physique pour voir les signes de l'addiction au tabac, notamment les changements de la peau, de couleur des dents, des ongles et des symptômes de sévrage s'il y en a ou pas. Et là, on utilise aussi certains tests et questionnaires, et les questionnaires les plus utilisés pour les tabacs, c'est les Fagerström. Alors là, je vais quand même parler un tout petit peu de ces tests, parce que c'est très important. Est-ce que vous me suivez? Allô? Est-ce que vous me suivez? D'accord. Bon. Pour les tabacs, il y a un questionnaire très important qu'on appelle le Fagerström.
Alors, le Fagerstrom est très important parce que ça nous aide à nous parler de la dépendance, à diagnostiquer la dépendance du tabac. Et les questionnaires comportent 5 questions, mais vous devez savoir qu'en clinique, il existe déjà des questions qui ont une valeur prépondérante. Par exemple, la première question et la troisième question. La première question, je peux l'énoncer, il dit combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette? Là, on veut savoir après combien de minutes, ou bien après combien d'heures, si c'est comme ça, la personne, ou bien après quelle durée, la personne fume sa première cigarette après son réveil. Vous allez voir des points qu'on a mis. La deuxième question, il existe des pays où il est interdit de fumer en public, comme en France. On ne fume pas dans un milieu public. Et du coup, les fumeurs peuvent avoir des difficultés. Vous lui demanderez, trouvez-vous des difficultés à s'abstenir de fumer dans un endroit où c'est interdit? Si c'est oui, donc cela veut dire qu'il y a un problème. Vous lui donnez les points. Le nombre de cigarettes fumées que vous fumez par jour et le rythme, ce sont des questions qu'on pose le matin, l'après-midi. Et lorsque vous fumez, lorsque vous fumez, vous êtes malade. Ça, c'est la cinquième question. Vous devez rester au lit presque toute la journée. Ce sont les questions qu'on pose. Et dans les Fagerstrom, pour évaluer cette dépendance à la nicotine, il existe des scores. Si le score est entre 0 et D, donc il n'y a pas de dépendance. Donc, ça ne sert à rien de mettre un traitement de substitution. Et si le score est entre 3 et 4, il y a une dépendance faible. Un score entre 5 et 6, c'est une dépendance moyenne. Donc, entre 5 et 6, c'est une dépendance moyenne. Et entre 7 et 10, c'est une dépendance forte. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez mettre un traitement, surtout les traitements qui est recommandé, c'est le traitement de substitution. Donc, quand est-ce que l'on peut commencer à mettre les traitements pour la dépendance au tabac, à la nicotine? C'est lorsque vous avez un score entre 4 et 5, et là, vous mettez un patch de 10 mg, plus un autre moyen de substitution, comme des gommes, comme des inhalateurs, comme des pastilles nicotiniques. Et pour un score qui est entre 6 et 7, vous allez mettre des patchs de 15 mg avec une autre substitution, soit gomme, pastille, j'en passe. Pour un score entre 8 et 10, là, vous mettez carrément des patchs de 25 mg. Actuellement, on en a sur les marchés, mais il y a aussi des patchs de 21 mg. Donc, vous allez mettre les patchs de 25 mg associés à un moyen de substitution. Donc, voilà ce que l'on peut faire cliniquement pour l'évaluation du tabac avec des questionnaires des Fagerstrom. Et cette questionnaire, à part le fait de donner les diagnostics de la dépendance, ça vous oriente aussi à la prise en charge. Vous pouvez utiliser une substitution avec autant de milligrammes de nicotine à donner et un autre moyen associé, par exemple, au traitement des substitutions. Nous avons aussi les bilans psychologiques pour la personnalité, comme j'ai dit, qu'on demande. Il y a aussi des bilans biologiques. Déjà, les plus simples à faire, c'est les CO-tests.
le CO test, c'est fait. Donc, on va chercher à voir combien de particules par million que la personne expire plutôt s'il a consommé ou pas. Et nous avons aussi des tests urinaires qu'on fait pour rechercher un métabolite actif de la nicotine qu'on appelle la cotinine. La cotinine. À part ça, nous avons des bilans d'imagerie qu'on demande pour voir des retentissements au niveau de la fonction pulmonaire, comme la spirométrie, et les bilans d'imagerie pulmonaire pour voir d'autres retentissements qu'on a parlé là-dessus. Nous avons aussi... donc voilà ce que j'avais préparé pour vous pour ces addictions d'une manière générale. Je ne sais pas s'il y a des questions que vous avez pour l'instant. À vous. Deux questions. Première chose, qui est dans l'addiction. Savoir est-ce que ce facteur-là agit de façon jointe. Je n'entends pas, s'il vous plaît. Faites des petites questions. Oui. La première, c'est celle liée aux facteurs impliqués dans l'addiction. Donc, j'aimerais juste savoir est-ce que ces facteurs-là agissent de façon conjointe pour entraîner une addiction ou c'est de façon isolée. Alors. Et la deuxième, c'est par rapport au pouvoir addictogène que pourrait avoir l'alcool ou le tabac. J'aimerais juste savoir entre les deux, lesquels auraient un fort pouvoir addictogène ou lesquels seraient plus susceptibles du pouvoir entraîner l'addiction. C'est en fait l'idée que j'avais comme préoccupation. Voilà. Je commence à répondre par rapport à la deuxième question déjà. Entre l'alcool et les tabacs, qu'est-ce qui entraîne plus d'addiction? Selon les études, c'est les tabacs qui entraînent plus d'addiction que l'alcool. Parce que pour les tabacs, pour l'alcool, vous pouvez consommer l'alcool, mais sans pour autant tomber dans l'addiction. Donc, c'est seulement 10% qui tombent dans l'addiction de l'alcool. Mais pour les tabacs, beaucoup de gens, dès qu'ils consomment déjà, avec tous ces effets qu'il y a, selon la littérature, bien les statistiques, c'est très... Donc, l'addiction, il est beaucoup plus fréquent chez les gens qui consomment des tabacs que les gens qui consomment l'alcool. Mais ce qui est bien avec les tabacs, c'est que facilement, on soigne l'addiction au tabac. Ça c'est pas compliqué. Mais il y a aussi des taux de réussite qui sont un peu considérables. Mais l'addiction au tabac ne demande pas trop de choses. Déjà, vous pouvez faire un sévrage, 2-3 jours, vous contrôlez les manifestations parce que le sévrage du tabac ne tue pas. Ça ne donne pas trop de complications comme les sévrages alcooliques. Vous allez voir l'irritabilité, la constipation après quelques temps, la toux. Après, ça va passer. Mais il a un fort potentiel addictogène par rapport à l'alcool. Mais le bien, c'est que ça se soigne facilement. Alors, par rapport aux facteurs de risque, les facteurs de risque que je vais citer n'agissent pas de façon isolée. Ces facteurs de risque agissent... donc, il y a une interaction de ces facteurs pour déterminer un comportement addictogène. Voilà si j'ai répondu à vos questions. Oui, docteur, j'ai compris. Okay. Est-ce que nous avons encore des questions?
que pour nous, c'était C'était seulement ça? je disais, c'était les deux préoccupations que j'avais notées. Oui. Je ne sais pas si Dexy a aussi une préoccupation à vous soumettre. D'accord. Il a la parole. Docteur, je crois qu'il n'a pas de préoccupations parce qu'il est à l'écoute, mais il n'a pas réagi à ça. D'accord. Donc, s'il n'y a plus de préoccupations, on va mettre un terme à l'exposé des séjours. Et pour les diapositifs, donc je vais vous envoyer un diapositif qui va vous servir de lecture et vous allez avoir beaucoup d'éléments là-dessus. Et ça va concerner d'une façon globale les addictions. Et ensuite, il y aura aussi un diapositif qui va intéresser de façon particulière l'addiction au tabac et à l'alcool. Sachant qu'il y a beaucoup d'aspects, peut-être liés au mode d'action que vous allez rechercher, que vous allez voir plutôt, qui sont là pour les tabacs. Et voilà. Je disais, docteur, en fait, je crois autour du 20, il y aura sûrement une conférence une conférence où la PPS est invitée à Kenge. OK. Alors, on avait prévu, comme le docteur Alfred avait mené une étude sur les troubles cognitifs que pourrait entraîner l'alcool au niveau des Kenge. Donc, la dite conférence sera organisée là-bas. OK. On avait prévu de pouvoir vous faire intervenir en ligne par rapport à cela. Ce sera une bonne chose. Ce sera autour du 20. Oui. Ce sera pour présenter les résultats de son étude, je crois. Et également pour que vous puissiez aussi apporter la matière, même de façon sommaire. Ben, ce sera une très bonne chose. Voilà pourquoi il faut déjà bien préparer les outils pour la présentation. Donc, du coup, même les Zoom, moi, je pense que les Zoom, c'est mieux parce que moi, j'ai fait mes présentations sur Zoom et je partage facilement les documents et la compréhension est claire. D'accord, docteur, on va essayer de pouvoir prendre des dispositions par rapport. D'accord, bon, merci beaucoup, cher ami. Je vous souhaite une excellente soirée et on se voit, donc, on va encore se retrouver autour de la conférence d'event à King. D'accord, bonne soirée à vous et au revoir.